projets Euclide au CNES. Je ne sais pas si vous pouvez dire de vous. Oui, je suis récemment sur le projet Euclide au CNES, mais principalement sur le projet d'instrument informatique, puis CNES Labo de casquette. Pour le micro, ça va? Sinon, j'ai mon enceinte. C'est surtout, je crois que pour moi ça va, c'est surtout la. Après, sinon, c'est par la HDMI après que ça passe le son. Ah, ok, voilà, parfait. Et on peut le mettre là aussi. Ça, il n'y aura pas de problème. Je crois qu'on change de. Oui, après, quand il doit faire la présentation, ce sera en haut. Ok, parfait. Là, on l'entendra même peut-être beaucoup trop fort. Voilà, du coup, on peut commencer et c'est exposé en concerne la mission Euclide. Et je vais commencer pour vous présenter quels sont les défis scientifiques de cette mission et puis après vous détailler un peu plus un peu la prouesse technologique Euclide pour aller atteindre cet objectif. Donc les défis scientifiques pour Euclide sont la matière noire et l'énergie noire. Et pour vous présenter ces défis, je vous propose d'avoir un peu la vision d'ensemble et faire un peu l'état des lieux de qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'évolution du contenu de l'univers. Et voilà, il y a l'univers sur une planche, du début à la fin. Et en fait, la cosmologie, qui est donc la science qui aujourd'hui étudie les contenus et l'évolution de l'univers, a eu un incroyable progrès observationnel qui ont fait qui en fait a permis de confronter la théorie avec les observations de façon de plus en plus précise, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit qu'on a un modèle de référence qu'on appelle les modèles standards cosmologiques. Et ces modèles, ce qu'il dit, c'est que l'univers a évolué d'une phase très dense et chaude à une phase très diluée et froide sous l'effet de l'expansion. Et donc je vais répertorier quelques étapes dans l'évolution de l'univers, qui on sait être pour vous donner cette photographie des climat de l'univers aujourd'hui. Alors, on a une hypothèse très importante qui est à la base du modèle cosmologique standard, c'est la phase d'inflation. Donc c'est une phase d'expansion accélérée qu'on pense avoir eu lieu dans l'univers primordial. Et cette phase d'inflation est très importante pour résoudre un certain nombre de paradoxes pour expliquer les observations d'aujourd'hui, mais aussi pour expliquer comment les perturbations primordiales ont été générées. Et ces perturbations primordiales sont en fait les graines des galaxies et des amas de galaxies qu'on observe aujourd'hui. Donc on pourrait faire un exposé sur l'inflation pendant une heure, mais ce n'est pas le cas, c'est juste pour vous présenter quelques étapes fondatrices. Donc après l'inflation, toutes les particules que l'on connaît sont générées et l'univers en fait constitué d'un plasma très chaud où l'interaction matière-rayonnement est très efficace. Et ceci jusqu'à quand l'univers se refroidit, les premiers atomes se forment. Cette interaction devient de moins en moins effective jusqu'à quand on ne l'a pas plus du tout. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'émission de ce qu'est les fonds diffus cosmologiques. Donc les photons sont libres de se propager dans l'univers et peuvent arriver jusqu'à nous aujourd'hui sous forme d'une radiation fossile, la forme cosmologique, qu'on peut observer aujourd'hui dans les domaines du spectre électromagnétique de micro-ondes. Et on reviendra sur ça. Donc après l'émission de forme cosmologique, l'univers évolue. Les perturbations de densité pour la fête de la gravité, devient de plus en plus important et forme là ce qu'on appelle la grande structure, la structure de l'univers à grande échelle, qui est ce qu'on observe aujourd'hui comme un masse de galaxies.
Donc avec les CV, aujourd'hui on a pu mesurer ce qu'on appelle la plus vieille photo de l'univers. Ceci grâce au satellite de l'ESA qui était lancé en 2009, le satellite Planck, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et en fait, on voit que cette photo montre, bien sûr après soustraction de tous les avant-plans et de ceux qui peuvent contaminer la photo de l'univers primordial, on voit que les fonds diffus cosmologiques présentent des petites anisotropies qui sont en fait les points rouges et les points bleus dans la photo ici. Et ces anisotropies sont tout à fait les empreintes des perturbations primordiales des densités de l'inflation. Donc aller étudier les propriétés de cette anisotropie permet d'aller étudier l'univers comme c'était seulement 400 000 ans après les Big Bang. Donc c'est juste pour dire qu'est-ce que c'est ces ballons de rugby, c'est juste pour dire comment on peut faire une projection 2D d'une sphère qui c'est la Terre sur une carte du globe ou de la voûte céleste. On peut faire cette projection aussi pour les fonds diffus cosmologiques, en fait c'est la sphère qu'on voit tout. Et si on va étudier de façon statistique les anisotropies du fond diffus cosmologique, et de façon quantitative, c'est montré dans cette plot ici qui montre le spectre des puissances angulaires, le niveau de corrélation à différentes échelles des anisotropies. On voit, en fonction de l'univers d'une échelle angulaire, on voit en fait le spectaculaire accord qu'on a entre les données Planck, qui sont les points bleus ici, et les modèles standards cosmologiques en rouge. Ce qui donne donc la confirmation la plus spectaculaire que l'on a aujourd'hui. Mais malgré cet accord incroyable, ces modèles posent plus de questions que de réponses, car ils décrivent un univers qui en fait un univers plat et composé essentiellement dont le contenu est essentiellement fait en nature inconnue. En fait, presque un peu plus de 25% serait constitué de la matière noire et presque 70% des composants inconnus, l'énergie noire, sous forme d'un constant cosmologique. Et le modèle standard, on appelle le modèle standard lambda CDM, où lambda c'est la constante cosmologique et CDM est l'acronyme pour Cold Dark Matter. Donc, dans la suite, je veux essayer de reparcourir à un niveau aussi historique comment on est arrivé à cette représentation de l'univers. Et bien sûr, j'ai choisi quelques étapes illustratives pour montrer comment on est arrivé là. Ce n'est pas exhaustif. Donc le modèle cosmologique standard est construit dans le cadre théorique de la relativité générale qui a été formulé en 1940 par Albert Einstein, où l'intuition la plus géniale était en fait relier la géométrie de l'espace-temps à son contenu. En fait, la courbure de l'univers et la courbure de l'espace-temps dépend de son contenu. Ça c'est illustré de façon très schématique dans cette ici qui montre comment la Terre peut déformer la structure de l'espace. Et Albert Einstein est aussi le premier qui utilise le cadre de la relativité générale pour construire la première théorie cosmologique où l'univers est homogène à grande échelle, statique. En fait, ça faisait plusieurs siècles où on voulait un univers éternel et immutable. Donc ça c'est juste pour vous montrer, peut-être que vous avez déjà vu ça en cours, l'équation d'Einstein, où il y a la partie géométrique de la géométrie et la partie du contenu. Et en fait, pour répondre à cette concept un peu a priori d'un univers éternel et immutable, Einstein, pour assurer le fait qu'il soit statique, il a introduit une constante cosmologique lambda qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui constante cosmologique, mais qui, le nom vient de là, vient de cette fameuse lambda mise dans l'équation d'Einstein. Donc cette
représentation ne survit pas très longtemps parce qu'en 1929, les scientifiques Hubble découvrent qu'en fait l'univers n'est pas du tout statique, mais il est en expansion. Et en fait, Hubble étudie les décalages vers le rouge des propriétés spectrales des galaxies lointaines. Et en fait, ce qui découvre, c'est que toutes les galaxies s'éloignent de nous. Et ça, c'est cette figure extraite de l'article qu'il a publié en 1950, où on voit la vitesse en fonction de la distance. Et ce qu'il découvre, c'est que la vitesse de récession d'une galaxie est proportionnelle à sa distance avec cette loi proportionnelle est en constante, la constante de Hubble, H0. Et en fait, juste pour curiosité, c'est récent, ça remonte à octobre 2018, l'Union astronomique internationale a voté pour que la loi de Hubble en fait, soit renommée loi de Hubble-mètre pour reconnaître en fait, la contribution qui était surtout dans le cadre théorique de l'astronome belge qui avait en fait déjà prédit l'expansion de l'univers avant de sa découverte observationnelle. Et aussi, une autre curiosité, on pourrait faire une autre conférence sur ça, mais même si cette découverte remonte à 1929, en fait, il n'y a pas encore une unanimité sur la mesure, la valeur de cette constante. Et en fait, il y a une tension, si on voit ici la mesure de la constante de Bell, faite par les fonds en utilisant comme sonde le fond de cosmologique ou des sondes plus proches, par exemple des supernovas, on voit qu'il y a une tension. Et cette tension ça devient de plus en plus significative à niveau statistique. Et on a des papiers très récents de la collaboration Planck et du groupe du prix Nobel RIS, on reviendra sur ça. Donc c'est curieux du fait qu'il n'y a pas encore une unanimité sur ça, et ça peut être très intéressant parce qu'il y a une valeur différente issue d'une mesure qui remonte à un univers primordial comme le SMB, les fonds diffus cosmologiques, ou des sondes plus proches. Ça pourrait dire on ne comprend pas qu'est-ce que relie l'univers primordial à ce qu'on observe aujourd'hui, on n'a pas tout compris, peut-être ça. Il y a aussi des indices nous pourrons nous renseigner sur des indices des pièces manquantes qu'on a sur la matière noire. Bon, donc cette découverte oblige à enlever la constante cosmologique des équations d'Einstein, qui référera comme une des plus grosses bêtises qu'il a formulées. Et donc, en 1933, on a ce qui est en général connu comme le premier indice de la matière noire. Ceci, donc, c'est un astronome suisse, Vicky, qui s'intéresse au calcul de la masse d'une amas qui s'appelle l'amas de Coma. Et en fait, ce qui lui intéresse, c'est de comparer les calculs de la masse lumineuse, donc calculée à partir de l'observation des galaxies, matière visible, et la masse gravitationnelle qui on peut calculer à partir de la dispersion des vitesses des galaxies qui font partie de la masse. Et à sa grande surprise, ce qu'il voit, c'est qu'il y a une compatibilité inattendue. En fait, la masse gravitationnelle est estimée beaucoup plus grande par rapport à celle lumineuse. Et c'est là qu'il dit dark matter. Il faut qu'il y ait une matière qu'on ne voit pas pour expliquer cette observation. Tout le monde était très occupé à essayer de comprendre l'expression de l'univers, donc celui qui reste un peu dans l'oubli, il n'a pas un grand succès. Il faut attendre en fait un peu plus tard, dans les années 70, quand l'astronome Vera Rubin fait une étude détaillée de la courbe de rotation des étoiles dans la galaxie d'Andromède. Et ce qu'il voit, donc c'est très schématique, mais si on voit la vélocité rotationnelle en fonction de la distance par rapport au centre de la galaxie, donc,
qu'on voit, la courbe rouge, c'est ce qu'on attend si on doit Newton, et ça, c'est ce qui est la courbe blanche, ce qu'il a mesuré. Et en fait, ce qu'elle voit, c'est que les étoiles à la périphérie de la galaxie ont des vitesses beaucoup plus grandes, donc vont beaucoup plus vite par rapport à ce qu'on attendait. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la loi des matières qui va générer cette vitesse, qui est responsable de cette vitesse, soit beaucoup plus étendue par rapport à la masse lumineuse qu'on voit de l'étendue de la galaxie. Elle aussi, alors, dit, encore une fois, matière noire. Donc, pour voir une autre étape très importante dans notre compréhension de l'univers, il faut attendre la fin des années 90 avec la découverte de l'accélération de l'univers. Donc, pour comprendre cette observation, il faut introduire le son qui a été utilisé, qui s'appelle des supernovas de type 1A. C'est des explosions des étoiles très massives dont le processus est physiquement très bien compris et qu'on appelle des chandelles standards parce qu'ont une luminosité absolue qui peut être calculée très précisément. Donc, si on sait combien un objet devrait être lumineux, donc ce qu'on appelle la magnitude absolue, et on mesure sa luminosité apparente, ce qu'on mesure avec le télescope ici, on peut mesurer la distance de l'objet, parce que la différence entre la luminosité absolue et apparente sera seulement due à la distance de ces objets par rapport à nous. Cette figure montre juste la courbe de luminosité, comment évolue dans le temps. Et pour beaucoup d'objets qui sont ramenés comme si c'était à la même distance, ça veut dire qu'on connaît très bien cette courbe de luminosité, c'est pour ça qu'on peut faire une mesure très précise de la distance. Et ceux qu'on a mesuré en fait, c'est que les supernovas sont moins lumineuses de ce qu'on attendait. On peut le voir dans cette plot ici, on voit la luminosité, donc moins lumineux, plus lumineux en fonction du décalage vers le rouge, ça veut dire la distance. Et on voit que pour expliquer cette observation, si les supernovas sont plus lointaines de ce qu'on attendait, ça veut dire que l'expansion de l'univers accélère. Et ceci a été reconnu comme une découverte révolutionnaire qui a valu le prix Nobel aux trois chefs des deux projets, donc les Supernova Cosmology Project et IZ Project, qui en 2011 qui donc étaient à la tête des deux mesures indépendantes des supernovas et qui sont arrivés aux mêmes conclusions. Et l'accélération de l'univers est aujourd'hui confirmée avec une grande précision. Ça, par les supernovas, on a beaucoup plus des observations par rapport à ce qu'on avait eu en fin des années 90. Et on voit bien comment les données sur la courbe noire, qui est la prédiction pour l'univers en expansion accélérée. Et bien sûr, il y a pour l'énergie noire, la matière noire, ça c'est les étapes historiques, mais bien sûr tout ça est confirmé de façon encore plus précise par l'ensemble des observations qu'on a aujourd'hui. Et une autre chose intéressante, c'est on découvre l'univers en accélération, en expansion accélérée, mais on sait que c'était pas le cas avant. Il y a eu une étape dans l'évolution de l'univers où c'était dominé par la matière et en fait il y avait même une décélération. Donc ça nous fait... C'est une question très importante. Pourquoi maintenant? Maintenant, cosmologie, ça veut dire pourquoi dans les derniers milliards d'années, mais quelques milliards d'années. Mais c'est une autre chose à garder dans la tête. C'est pas seulement les contenus, mais c'est aussi l'évolution de cette composante qui en connaît. Donc,
comment expliquer ça? Et ça, on vient à la grande question qui devient aussi à la frontière de la physique fondamentale. Le modèle cosmologique standard dit, on interprète ça comme une constante cosmologique, ça veut dire un fluide qui ne varie pas, qui est constante dans le temps et dans l'espace. Mais c'est quoi l'interprétation physique? Il y a des hypothèses que ça c'est relié à l'énergie du vide, mais ici on a un gros problème parce que si on fait les calculs de mécanique quantique, on voit que la constante cosmologique devrait avoir une valeur qui est des ordres de grandeur différents par rapport à ce qu'on pourrait prédire par les calculs de mécanique quantique. Donc il y a en gros trois hypothèses pour aller sonder et expliquer cette composante. L'énergie noire, c'est-à-dire un nouvel type d'interaction qu'on devrait rajouter au modèle des interactions fondamentales. L'autre option, ça m'intéresse beaucoup, est la modification de la relativité générale, c'est-à-dire à des régimes, aux échelles cosmologiques, peut-être qu'il faudrait modifier la théorie de la gravité qu'on a, la relativité générale, et ceci pourrait expliquer pourquoi il y a cette phase d'accélération. L'autre hypothèse, c'est une remise en cause du principe cosmologique, c'est-à-dire de l'homogénéité et l'isotropie de l'univers, c'est-à-dire si on change ça, on change aussi la façon de calculer les distances. Et donc, on pourrait réconcilier, par exemple, la mesure de supernova avec un modèle standard où l'univers n'est pas isotrope. Bon, ça c'est pour l'énergie noire. Pour la matière noire, il y a aussi des gains inconnus. Alors, on sait que le modèle est favorisé avec celle de la matière froide, bien sûr non baryonique, qui n'interagit pas avec la matière, et ni le rayonnement. Et il y a des hypothèses sur des possibles candidats, et aussi ici c'est intéressant comment la cosmologie fournit au laboratoire des tests aussi pour la physique fondamentale. On a les accélérateurs, mais aussi on peut utiliser les observations cosmologiques pour tester en général la frontière des hypothèses du modèle cosmologique, du modèle standard des interactions cosmologiques. Donc un possible candidat qu'on a proposé, c'est le WIMPs, qui sont des particules lourdes interagissant faiblement avec la matière. Des neutrinos stériles, parce qu'on a un composant qu'on connaît des matières noires entre guillemets sur les neutrinos, mais ils sont trop légères et trop rapides pour expliquer l'ensemble de la matière noire. Mais d'ailleurs, on l'appelle les warm dark matter. On a aussi évoqué des autres possibilités, c'est-à-dire la matière noire, en fait, ce n'est pas des particules fondamentales, ça peut être des objets macroscopiques, des trous noirs très massifs, mais ça c'est assez écarté comme hypothèse aujourd'hui. En tout cas, on cherche des indices de la matière noire partout en orbite terrestre, sous la glace pôle sud, au milieu marin, des accélérateurs de particules, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas d'explication. Donc, dans la dernière partie de mon exposé, je vais essayer de vous présenter comment on peut aller rechercher les empreintes de la matière noire et de l'énergie noire avec les satellites UFID. Et pour faire cela, je vais vous présenter les deux sondes cosmologiques primaires du sondage des galaxies UFID. Qui sont, la première, un nom un peu, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est les oscillations acoustiques des baryons. C'est pas grave. Donc, pour expliquer qu'est-ce que c'est les oscillations acoustiques des baryons, on revient au fond du flux cosmologique. Ce sont des ondes acoustiques dans l'univers primordial. Donc, avant l'émission du fond du flux cosmologique, ce qu'on avait, c'était, comme je dis,
en plasma chaud où la matière rayonnement était les interactions très efficaces. Donc on avait les photons et les baryons très couplés qui tombaient dans les puits de potentiel créés dans les perturbations primordiales de densité. Donc on avait la contraposition entre deux forces, la gravité qui amenait ces fluides couplés dans les puits de potentiel et la pression de radiation. Et c'est la contraposition entre ces deux forces a généré des ondes, des ondes acoustiques qui en fait sont restées gravées dans les fonds du flux cosmologique et qui en fait définit la taille des... Ah, voilà, ça marche. La taille des anisotropies. Donc, si on voit, il y a une taille spécifique des points rouges et points bleus. Et cette taille définit une échelle qu'on appelle une règle standard, c'est l'échelle acoustique BAO, donc Baryon Acoustic Oscillation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au découplage, quand la matière et l'environnement ont cessé d'interagir et le fond du flux cosmologique a été généré, cette taille a été donc elle reste gravée dans les SMB et évolue avec l'expansion de l'univers et elle reste aussi gravée dans la distribution des galaxies qu'on observe aujourd'hui. Donc mesurer avec précision comment cette échelle évolue permet d'aller reconstruire l'évolution de l'univers très précisément et donc reconstruire les propriétés de la matière et de l'énergie noire à différents moments. Et c'est ça qu'on veut, parce qu'on veut déterminer les contenus et essayer de sonder pas seulement la nature, mais aussi l'évolution de cette composante commune que l'énergie noire. Et ça, c'est très efficace et très prometteur comme sonde. La deuxième sonde d'Euclide est appelée l'effet des lentilles gravitationnelles faibles, weak lensing. Donc, ce qui est les principes de base, c'est qu'il il y a une distorsion de la forme des galaxies lointaines à raison du fait que les photons, la trajectoire des photons, il y a une déflexion de la trajectoire des photons quand ils passent à travers des grandes structures, les halos de matière noire notamment. Et si on peut mesurer très précisément cette distorsion de la forme des galaxies, on peut cartographier la matière qui est responsable de cet effet. Et ça, c'est ce qu'Euclide va essayer de faire, en mesurant de façon très très précise la forme des galaxies, parce qu'on doit mesurer vraiment des différences d'électricité des galaxies qui est très, c'est un effet très faible. Et on peut le faire. Et donc Euclide mesurera la position et la forme des millions de galaxies pour aller sonder la nature de la matière noire et de l'énergie noire, étudier la transition entre la domination de la matière noire et de l'énergie noire avec une précision sans précédent et potentiellement révolutionnant donc notre vision, pas seulement de l'univers, mais peut-être aussi de notre connaissance de la physique fondamentale et des interactions. Et je vais passer donc la parole à Thierry qui va vous présenter plus en détail comment on va réussir à faire ça avec les satellites. Merci. Et là, il faut changer. Il faut mettre un password et je crois qu'il faut mettre un HDMI là parce que sinon ça ne va pas marcher. Ouais. Il va passer le mot de passe. Ah oui, c'est là. C'est le modèle. Oui. Ok. Ça va, le son, ça marche.
c'est bon. Ok, je peux commencer là? Oui, bien sûr. Allez. Ok, bonjour à tous déjà. Bonjour. Donc, je vais vous présenter ce qu'est le satellite tri des deux instruments qui vont essayer de répondre aux besoins des scientifiques. Donc, tout d'abord, Euclide. Donc, c'est un projet mission ESA, donc Agence spatiale européenne, mission qu'on appelle moyenne, donc le coût global à achèvement, donc le coût total, sera un peu inférieur à 1 milliard d'euros. Donc le satellite Euclide va être lancé depuis Kourou en 2022 sur une activité Soyuz, un des derniers vols Soyuz à Kourou. Et donc ce satellite va être mis en orbite au niveau du point de la Lagrange T2. Donc c'est sur ici là vous voyez ce sont les différents points de Lagrange, il y a 5 points de Lagrange. Donc c'est le point de Lagrange L2 là, c'est le point de Lagrange qui se trouve de l'autre côté de la Terre par rapport au ciel, à peu près 1,5 million de kilomètres de la Terre, donc c'est très loin. C'est pas du tout courant d'envoyer des satellites à ce point-là. En général, les satellites sont soit en orbite basse vers 600 km ou en géostationnaire à 36 000 km pour les télécoms, mais aller là-bas, c'est relativement peu courant. Il y a quelques satellites qui y sont, tels que Planck Herschel. Il y a 2-3 autres satellites américains, mais c'est pas très très courant. Donc, au niveau de l'isométrie, donc ça a été rappelé, je ne vais pas en parler. Donc, au niveau des longueurs d'onde, donc Euclide a observé au niveau des longueurs d'onde comprises entre 0,3 microns et 2 microns, donc c'est pas visible jusqu'au proche infrarouge. Et à bord de ce satellite, il y aura deux instruments. Le premier instrument qu'on appelle VIX, donc c'est l'instrument visible, et le deuxième instrument qu'on appelle on parlera un peu plus en détail tout à l'heure, donc il y a un instrument infrarouge. Donc ces deux instruments fonctionnent en fait de manière simultanée et 24 heures sur 24 pendant 6 ans. Les spécifications là, pour le satellite, l'instrument principal, donc c'est un champ de vue de l'ordre de 0,5 degrés. C'est relativement grand, mais très grand pour un télescope de ce type-là. 0,5 degrés, c'est le domaine de la Lune. Donc c'est un champ qui est extrêmement grand pour nous. Il pose quelques problèmes au niveau qualité optique, qualité image. Et la stratégie d'observation, donc c'est une stratégie d'observation qu'on appelle en séquencière, c'est-à-dire qu'on fait une observation sur une partie du ciel pendant un certain temps et juste après on passe sur le champ voisin, sachant que l'objectif c'est de balayer à peu près 15 000 degrés carrés sur le ciel, qu'on appelle le watt sur V, c'est le champ large. Donc 15 000 degrés carrés, c'est pas la totalité du ciel, parce que vous voyez ici les cartographies typiques des champs qui vont être observés sur Euclide. On n'observe pas toute la partie du ciel parce qu'au centre ici de l'image, il y a des galaxies qui polluent beaucoup les images. Donc on va observer plutôt en dehors de ces galaxies. Alors pour faire ce type d'observation, en fait donc, le satellite est positionné donc, au point 2, mais avec toujours une face qui est face au Soleil. Donc on a toujours le satellite qui est positionné avec une de ses faces opposée au Soleil, et donc pour balayer l'ensemble du champ céleste, il faut utiliser la rotation de la Terre autour du Soleil, et ce n'est donc qu'au bout de 6 mois qu'on peut avoir la possibilité
possibilité de balayer l'ensemble du ciel. Donc pour balayer, en fait, compte tenu de la durée des poses, pour balayer le ciel pour obtenir 15 000 km, il faut 6 ans pour faire l'ensemble de la mesure. Le satellite est un satellite, on va dire, relativement moyen. Il fait à peu près 2 tonnes, 5 mètres de hauteur par 3,50 m de largeur. La puissance électrique globale des panneaux solaires, c'est 2400 watts. Il y a 400 watts de batterie. Et les données les mesures qui seront envoyées par la Terre sont de l'ordre de 850 gigabits de données par jour. C'est peu pour des applications au sol, c'est extrêmement important pour des applications spatiales. Sur Planck, Herschel, on avait des débits qui étaient plus que 10 fois inférieurs à ce que Philippe va envoyer vers la Terre. Autre spécification extrêmement importante, c'est le pointage absolu qui est très fin. On cherche un pointage à 2,5 secondes d'arc et surtout une stabilité de pointage extrêmement bonne qui est de 60 milliards secondes. Donc masse c'est des milliards secondes. Je rappelle qu'une arc seconde, c'est le 60 milliards secondes, c'est en gros chercher une distance de 0,2 micron à 1 mètre. 0,2 micron, c'est 1 centième d'un cheveu. Un cheveu, c'est la taille d'un cheveu, l'épaisseur, c'est de l'ordre de 20 microns. Donc, vous voyez que la stabilité des satellites de vide va être extrêmement bonne et c'est un grand challenge. Donc, ce satellite, donc, il est en fait une responsabilité d'un industriel, donc Thales Alenia, en Italie à Turin, donc, qui est responsable global du satellite et responsable de ce qu'on appelle le SV, le service module. Donc c'est une partie du satellite, on voit en bas ici là, dans lequel on trouve toutes les servitudes, telles que la distribution électrique, la production et le stockage des données, la télémesure et les commandes qui sont reçues du sol et envoyées vers les instruments, et le contrôle d'altitude. Donc sur ce service module, on a ce qu'on appelle le payload module, le module charge utile, dans lequel il y a les deux instruments visibles et infrarouges. Donc ce module charge utile, en fait, c'est un télescope avec un certain nombre de miroirs. Le diamètre du télescope, c'est 1,20 m. Donc on a un certain nombre de miroirs de renvoi et les photons qui viennent du ciel sont envoyés sur l'instrument infrarouge NISP et sont renvoyés par ce qu'on appelle un microbit qui permet de faire la séparation des photons. Donc c'est renvoyé en réflexion sur le plan focal de l'instrument NISP. Et le module charge utile est placé sous la responsabilité d'Airbus Toulouse, qui a réalisé un télescope en carbone de silicium. Donc tout ce que vous voyez en gris là, c'est du carbone de silicium réalisé par Coustet à Tarbes. Et vous voyez les deux instruments, l'instrument visible et l'instrument infrarouge. Alors on ne voit pas grand-chose en fait, parce que tout est noir. Tout est noir pourquoi? Pour éviter la lumière partout. Donc en fait, on ne voit pas trop bien ce qui se passe, mais bon, parce qu'en gros, tout est noir à l'intérieur. Alors, l'instrument visible. Donc l'instrument visible, lui, est placé sous la responsabilité d'un consortium anglais. C'est le MSSL Mullard, un laboratoire de Londres qui est responsable global de cet instrument, avec des contributions européennes importantes. Première contribution, c'est un shuttle, donc un obturateur, qui se place devant le
focal et qui est de responsabilité suisse. Le plan focal par lui-même est composé de 36 CCD de responsabilité anglaise. C'est un très très grand plan focal, hein. Il est un peu plus petit que celui de Gaïa, mais c'est quand même un très grand plan focal visible. Et toute la partie mécanique, thermique et intégration est sous responsabilité France, le CEA à Saclay. Sur cet instrument, on a aussi une source de calibration. C'est une source qui est équipée de différentes LED qui permet d'éclairer le plan focal pour suivre les performances et calibrer les détecteurs en vol. On a aussi ici un boîtier électronique qui est de responsabilité CEA Saclay France pour piloter le shutter. Et on a aussi ici un boîtier de data processing pour commander l'instrument qui est de responsabilité italienne. Ici, il faut voir du plan focal modèle STM. Alors STM, c'est un modèle de structure et thermique qui a été intégré, testé au FUBA il y a bien 2 ans. Alors l'instrument infrarouge, l'instrument NISP. Donc en fait l'instrument NISP, c'est en fait 2 instruments. C'est 2 instruments en un. C'est un photomètre grand champ associé à un spectromètre sans fente, donc qui couvre entre 200 et 2000 nanomètres. Donc le chauffu c'est 0,5 carré, la masse de l'instrument c'est 160 kg, puissance 220. C'est pas énorme, c'est gros non plus, mais avec ça il faut faire des données d'or. La télémesure, on envoie 290 gigabits de données par jour et l'instrument mesure 1 mètre de long par 50 cm. Donc cet instrument est en fait constitué de 3 qu'on appelle assemblees principales. Une première partie qui est une partie automécanique qui se trouve ici, qui se trouve dans le pilote module de Nimbus. Et sur cette partie automécanique, on a le plan focal du NISP, Detection System, qui est monté directement sur le focal. Donc ça c'est dans la partie froide du payload module et dans la partie chaude. Alors malheureusement elle n'est pas posée, elle est à peu près à 7 mètres, 6-7 mètres de la partie froide. On trouve une housse électronique donc, qui se constitue de 2 électroniques de processing de données et une électronique de vol. Alors la partie mécanique, donc tout ce que vous voyez en gris, c'est une structure en carbone de silicium qui, comme pour Airbus, a été réalisée par Boustet-Tap. Donc tout ça, c'est une structure en carbone de silicium qui a été sous la responsabilité de laboratoire d'astrophysique de Marseille. Et sur cette structure, on trouve différentes choses. Donc on trouve des optiques relativement compliquées qui proviennent d'Allemagne. On trouve une envoi filtre qui a été sous responsabilité Espagne, mais avec des parties France et Allemagne. Donc la France a fourni le moteur pour la motorisation de ces trous et les Allemands ont fourni les filtres. Donc on a une première roue, on a une deuxième roue qui est ce qu'on appelle la roue à prisme. Alors un prisme, c'est quoi un prisme? C'est en fait une combinaison d'un réseau et d'un prisme. Donc ça c'est la partie roue à prisme, c'est pour faire la partie photométrique de l'instrument NISP et la roue à prisme. Elle est utilisée pour faire la partie spectrométrie du NISP. Donc ce sont des roues qui sont relativement grosses pour une application spatiale et c'est assez inusuel de travailler avec des roues aussi grosses. Ils font à peu près 10 kg chacune. C'est pas très commun. Les optiques sont aussi assez inusuelles. La qualité des optiques est vraiment extrêmement bonne et extrêmement bonne.
tout ça structure une tour de calibration pour le vide. Donc pareil, avec 5 LED qui vont illuminer le plan focal pour faire la calibration vol et le suivi des infos vol des détecteurs qui ont un contrôle thermique qui dépasse les cette partie, donc cette partie automécanique va être mise à 130 Kelvin. Donc à bord du satellite. Donc la partie du plan focal, alors cette partie du plan focal en fait, elle est constituée de 16 détecteurs infrarouges, 2000 par 2000, qui sont fournis par la NASA. C'est une très très grosse contribution de la NASA. Donc ce sont vraiment des détecteurs qui sont ce qui sort mieux et de loin au niveau de performance. Donc ça c'est vraiment un point extrêmement important. Pour donner un ordre de grandeur, c'est quand même ces 16 détecteurs là, plus de modèles associés, c'est quand même quelque chose qui va de l'ordre de 40 millions de dollars. Donc c'est pas tout à fait négligeable comme coût. Donc ces détecteurs nous ont été fournis par la NASA et donc on a monté ces détecteurs avec leur électronique de proximité sur une structure qui est intégrée sur la partie automécanique qu'on vient de voir. Les détecteurs, eux, sont refroidis à une température de 100 Kelvin. Alors, le Kelvin, je ne sais pas si vous êtes familier, mais la température moyenne, c'est 293 Kelvin. Le 0 degré Celsius, c'est 273 Kelvin. Donc 100 Kelvin ou 140 Kelvin, c'est froid, mais c'est quand même pas la figure extrême telle qu'on peut la connaître sur Planck ou sur Athéna, où là les températures des détecteurs sont en dessous de 100 millikelvin, 0,1 degré Kelvin en température absolue, qui est un autre challenge. Donc là, on n'est pas passé comme ça. Le chemin fonctionnel de l'instrument, on a ici l'instrument contrôle unique, donc qui est le chef d'orchestre de l'instrument, c'est lui qui reçoit de la part du satellite les commandes qui viennent du sol et qui nous distribue ces commandes et qui pilote l'ensemble des sous-systèmes de l'instrument. Donc c'est lui qui pilote la source de calibration, contrôle thermique, les optiques. Donc cet instrument de contrôle unique est interfacé aussi avec deux électroniques, des grosses électroniques de contrôle des détecteurs et de processing des données. Donc ce sont ces deux électroniques qui interfacent et qui commandent les détecteurs, qui récupèrent les images des électroniques des détecteurs et qui transmettent au satellite via une liaison spéciale les images vers le site. Oui, la stratégie d'observation. Donc en gros, on fait par jour une vingtaine de prises d'images sur un champ différent. Et sur chaque champ, on fait ce qu'on appelle des teasers. Donc on fait 4 teasers par champ. Un teaser, c'est un tout petit mouvement du satellite de la structure en carbone de silicium là, qui est fournie par Bosé. Vous avez des images ici de différentes optiques venant des Allemands, avec des persos excellents sur les optiques. Vous avez ici une image, alors c'est des images modèle de vol. Donc le modèle de vol qui est fini d'être intégré au laboratoire de Marseille. Donc ici vous avez une image de la roue à filtre avec différents filtres. Vous avez ici un filtre plus détaillé. Ici vous avez des images de la roue à prisme, donc avec un prisme vol et l'ensemble des prismes qui sont montés sur la roue. Alors là, on ne va pas les vivre parce qu'ils sont capotés par des capots de protection pour éviter la contamination. Ici, vous avez le fluomécanisme qui assure la motorisation des roues qui est par le CEA, la source de calibration modèle de vol fourni par les Allemands. Le plan focal donc avec les électroniques des détecteurs, le plan focal intégré et le plan focal aussi intégré.
Les deux boîtiers électroniques des Italiens pour le processing des data. Ne pas oublier qu'on a sur chacune des électroniques un logiciel bord qui n'est pas visible mais qui est très très complexe, qui est très important. Donc, sur chaque électronique, on a un logiciel bord qui est développé par les Italiens. Ici, vous avez le chef d'orchestre, l'instrument contrôle-unique développé par les Espagnols, avec d'autres logiciels bord développés par les Italiens. Alors ça, c'est pour les instruments, mais il ne faut pas oublier que pour tester un instrument en sol, on a besoin de ce qu'on appelle des grands supports d'équipement, de GSE, et on a en fait beaucoup de GSE, et il ne faut pas oublier qu'on doit s'assurer que l'instrument et le satellite plus tard va survivre le niveau de vibration au lancement, qui sont extrêmement importants. On parle de niveau de centaines de G pour certains équipements. Il faut valider avant de partir que les performances sont tenues. On a besoin de moyens seuls de vérification des performances optiques et on a besoin de vérifier que tout ça fonctionne sous vide. Donc on est obligé de tester l'instrument dans une chambre à vide. Là qui se trouve là, donc vous voyez ici une image de la chambre. Voilà. Donc c'est une chambre qui fait 4 mètres de diamètre. C'est une très grosse chambre, donc ça fait 4 mètres de diamètre et 5 ou 6 mètres de longueur. Et donc on positionne l'instrument avec différents GSE à l'intérieur. Et c'est avec ça qu'on va tester et valider. Donc au niveau des modèles, donc là, de la difficulté de l'environnement spatial en vibration vide, on ne part pas sur la réalisation directe d'un modèle de vol. Donc on y va par étapes, donc on fait des développements de modèles qui ne sont pas fonctionnels mais qui sont représentatifs des modèles de vol pour la mécanique et la thermique. Donc ce qu'on appelle un STM, structure et thermal modèle. Donc ça c'est un modèle qu'on a réalisé il y a 3 ans, qui a été livré à l'ESA et qui est maintenant monté sur le satellite. Et donc ici vous voyez une image de ce modèle pendant un test de vibration. Donc vous voyez un vibrateur, c'est un truc qui vient générer à l'interface de l'instrument des déplacements connus qui permettent d'avoir des accélérations de centaines de G en réponse au système. Donc là on a tenu les vibrations, donc on est content. Ensuite on a développé un modèle qu'on appelle un modèle électrique. Ce modèle électrique, lui par contre il ne peut pas subir, il n'est pas fibrable. Donc c'est un modèle d'électronique qui permet de valider le fonctionnel de l'instrument, donc avec des électroniques qui ne sont pas du tout aptes au vol, mais qui permettent de valider qu'on sait bien commander l'instrument, qu'on sait bien récupérer l'immeuble et qu'on sait bien le traiter. Donc ça a été réalisé et livré de la manière à Thalès. Et on a, avant le modèle de vol, un autre modèle, qui est un modèle engineering, donc qui lui est constitué de l'ensemble des modèles de qualification des différents sous-systèmes, qui lui est capable de survivre à un environnement spatial sous vide. Et c'est ce qu'on vient de finir de tester le mois dernier au lab à Marseille. Donc on a testé ce modèle-là, donc avec des détecteurs de qualification. Ce ne sont pas des détecteurs de voie, mais c'est des détecteurs qui sont identiques au modèle de vol. Donc on a validé tout le fonctionnel de l'instrument, les performances principales de l'instrument. Et donc ça c'est terminé. Et maintenant on passe sur la vérification du modèle de vol. Donc le modèle de vol, voilà, donc il est ici terminé au lab. Donc là vous voyez ce qui va voler sur le satellite LIN. Donc à gauche en fait vous le voyez sans ces couvertures de protection thermique, et à droite ici c'est le modèle final tel qu'il va être configuré sur le LIN. Donc ça c'est le modèle de vol. Donc, ce qu'il reste à faire sur le modèle de vol, c'est aller faire les vibrations à la centre spatiale de Liège, en Belgique,
on part à la fin de la semaine, on va faire les vibrations en juin, et on va faire la vérification en finale en test sous guide de performance et de calibration de l'instrument en novembre de cette année, et on va livrer cet instrument en vol en l'état avant la fin de l'année. Donc ça c'était pour les instruments. Encore une petite salle pour préciser deux autres choses. Donc comme je dis, on a vu donc, un satellite et c'est deux instruments si vous voulez, mais pour répondre aux besoins de l'île et pour répondre aux besoins des spécifications extrêmement sévères qui ont été mises par les scientifiques sur les performances globales, les scientifiques ont besoin du fait d'utiliser des observations de sol. Avec simplement le satellite de fil, les performances demandées ne seront pas respectées. Donc il y a eu des grosses négociations avec différents télescopes sol. Donc le CFHT, c'est le télescope au Canada. Il y a plein, vous voyez ici différents contributeurs de télescopes sol qui vont participer aussi en fournissant des lignes d'observation à la performance globale. Dernier point, pour traiter toutes ces données, l'environnement des données qui vont être actives au cours de la mission, c'est 170 millions de gigaoctets de données. Donc la France en est à 30%. Donc, vous imaginez bien que 170 millions de gigaoctets de données, ça ne se traite pas comme ça. Le traitement de données, en fait, donc consortium est réparti sur différents pays. Il y a une quinzaine de pays qui participent au traitement des données, avec 200 laboratoires et 200 développeurs au minimum qui vont traiter les données. Indicatif, il y a 3 millions de lignes de code à écrire pour traiter les données. Donc c'est un très gros challenge pour le traitement des données. Et voilà, c'est le deuxième point. Eh bien, merci beaucoup. Il y a des questions? C'est pour en fait, une question, en fait, c'est pour en fait, la température de 230 Kelvin, alors par rapport au... Il va pas dans. Ah, Pourquoi la température elle est de 130 Kelvin alors que pour la Alors, la température est de 130 Kelvin parce que l'instrumentiste travaille dans le domaine de l'infrarouge et ce qu'on appelle le background thermique, le fond thermique. Vous savez tout matériau est du rayonnement infrarouge et on voit de température en T puissance 4 et pour réduire le flux thermique qui ne vient pas du ciel, mais qui vient de nos optiques, qui vient du télescope, qui vient des parties visibles par les détecteurs, il faut réduire la température de toutes les surfaces en visibilité des détecteurs en dessous de 135 Kelvin pour avoir un flux de background faible. C'est la raison pour obtenir avoir ces niveaux de température. Pour les détecteurs, c'est une question de performance. Les détecteurs infrarouges qu'on a auront leurs performances spécifiées qui sont extrêmement draconiennes. L'ordre de grandeur, c'est qu'on cherche par exemple des niveaux de dark, des niveaux le dark c'est le noir, des niveaux de noir qui sont inférieurs à 0,01 électrons par seconde. Donc pour obtenir ces performances-là, il faut à la fois donc, ne pas avoir d'environnement thermique qui vienne nous générer des flux
boutons thermiques non souhaités, il est nécessaire d'avoir des détecteurs en dessous de 95 Kelvin, qui est la température en dessous de laquelle les détecteurs ont leur performance. Et en fait, par exemple, pour la mission Athéna, c'est dans le domaine des rayons X, c'est ça, la physique haute énergie? Pour Athéna, c'est dans les rayons X. Donc dans le domaine de la physique haute énergie. Donc, Athéna, c'est. Oui, allez-y. Oui, Athéna, donc Planck, c'est dans les rayons X, mais ils utilisent des détecteurs qui sont refroidis. Sur Planck, c'était des volumètres refroidis à une température absolue de 100 millikelvin, 0,1 degré Kelvin. Et sur Athéna, je pense qu'ils vont descendre à 50 millikelvin. Donc là, ça doit être des rayons X, des domaines de longueur d'onde qui sont pas du tout dans le domaine de la infrarouge. Là, pareil, c'est pour des questions de background thermique. Vous imaginez bien quand on cherche quand on a des détecteurs qui sont à une température aussi basse, il faut absolument avoir un environnement thermique très bas. Donc l'environnement des détecteurs au niveau de Planck, par exemple, autour des détecteurs, il y avait une espèce de papyrus. Le premier niveau était à 1,6 Kelvin. Comme vous voyez, les détecteurs ils étaient à 100 millikelvin. La première barrière était à 1,6 Kelvin. On avait une deuxième barrière à 4 Kelvin. Après, on avait une troisième barrière à 20 Kelvin. Et on avait une barrière à 50 Kelvin. Et après, voilà. Donc tout ça, c'est pour réduire les flux thermiques, réduire les flux parasites, et surtout pour réduire les plafonds des détecteurs qui devaient être refroidis à des températures extrêmement basses. D'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Et moi, je vais continuer à travailler sur l'instrument. Voilà. Bonne journée.